Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes. Histoire et perspectives méditerranéennes, collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Mohand Ait Ahmed, La Grande Kabylie, Arabisation coloniale et histoire fragmentaire, 2019. Meheni Akbal, Archives algériennes de la France coloniale, réflexion sur la valeur de l'administration communale, 2019. Tahar Khalfoun Dir, mélange en l'honneur de l'historien Gilbert Meignet, 2019. Sofiane Bouhdiba, jeune de Tunisie, 2019. Chérifa Sider, Traumatisme psychologique et suicide en Algérie, 2018. Hassan Banhkeia, La littérature de voyage en Afrique du Nord, 2018. Gibson Ncube, La sexualité queer au Maghreb à travers la littérature, 2018. Jacques Binoche, L'Algérie et sa représentation parlementaire, 1848 à 1962, 2018. Sadia Agouray, Mobilité spatiale à Casablanca. Caractéristiques, mécanismes et impact, 2018. Sofiane Bouhdiba, 6 millions de femmes, 2018. Hosni Kaitouni, Le désordre colonial, l'Algérie à l'épreuve de la colonisation de peuplement, 2018. Ouria Alami Mchichi, Un autre regard sur les migrations, expérience du Maroc, 2018. Antoinette Chauvenet avec Faiza Cherfi et Marie-Claire Michaud, La promotion des droits humains en Algérie, 2017. Catherine Guillaumont, Cuisine et diététique dans l'Occident arabe médiéval. D'après un traité anonyme du XIIIe siècle, Études et traductions françaises, 2017. Driss Abbassi, La Tunisie depuis l'indépendance, politique, histoire, identité, 2017. Isil Zeynep Turkanipek, Chroniqueur politique en Turquie, 1980-2014, 2016. Iman Benani, L'habitat menaçant ruine au Maroc, les procédures administratives à l'épreuve des effondrements, 2016. Mokhtar Kheladi, L'Algérie pays émergent, 2016. DEDICACE. Je dédie ce modeste travail à Samia, Watek, Aya, Ryan et à mes amis MJ Chapuis de Montonnet et MC Carpentier. Introduction. Après les événements du 11 septembre 2001, le terrorisme en tant que concept et pratique est entré en vigueur non seulement dans les discours politiques officiels de la Maison-Blanche mais aussi dans les pratiques militaires du Pentagone. Attribuée aux islamistes d'Al-Qaïda, l'attaque de Wall Street Towers est devenue l'assise sur laquelle toute action antiterroriste prendra sa légitimité. Les hostilités militaires qui ont commencé en Afghanistan et en Irak devaient se poursuivre dans d'autres lieux pour mettre fin aux menaces islamistes. Mais la facture, trop alourdie aussi bien en vies humaines qu'en coûts financiers, ne permet pas d'aller plus loin dans l'aventure militaire sans trouver des partenaires avant tout complices dans ce projet. Ce qui nécessite le changement de règles et l'adaptation des moyens. Ainsi, l'offensive médiatique à l'égard du terrorisme va remplacer celle du militaire avec comme sujet de fond le bien et le mal, le civilisé et le barbare, le gentil et le méchant. Le premier coup d'envoi partit du Danemark, pays qui n'a ni passé colonial qui chatouille sa mémoire ni une grande ambition économique qui mérite la recherche d'un marché extérieur pour vendre ses produits, et n'a non plus de forte population d'immigrés qui pèsent culturellement et cultuellement sur la population locale. L'un de ces journalistes n'a pas hésité à caricaturer l'un des grands symboles et le plus respecté dans l'islam, le prophète Mohammed. Toutes ces représentations ont été reproduites intentionnellement par d'autres hebdomadaires occidentaux, au moment même où d'autres pays ont choisi de faire le tri au niveau des tenues vestimentaires, voiles, niqab, des mosquées, des minarets. Ces sujets, et bien d'autres qui ont fait table rase dans les débats parlementaires en Europe, ont fini par se transformer en majorité en une série de lois interdisant tout signe ostentatoire. Alors que certains hommes politiques à l'extrême droite ont préféré, par leurs discours durs, mobiliser une jeunesse européenne patriotique contre leurs compatriotes de confession musulmane et tous les gouvernements qui les soutiennent.
Ces démarches et d'autres ont poussé certains désespérés à faire le DJIH à accent circonflexe D, guerre sainte, au nom de l'islamisation de l'Europe en tuant des innocents. Dernièrement, on vient d'ajouter à la liste de l'éducation, de la drogue, de la religion, des signes ostentatoires et des tenues vestimentaires, niqab et voile, des immigrés la question de l'alimentation ou ce qu'on appelle la viande halal pour, en guise d'argument, neutraliser un réseau d'économie souterraine. Encore, plus loin du vieux continent mais tout près cette fois-ci, des ruines des 2 tours attaquées, un film sur le net, programmé ou simple coïncidence avec le début de la campagne électorale de 2012 pour choisir un nouveau président, a coûté la vie à plusieurs diplomates américains et ainsi causé des dégâts matériels importants dans plusieurs de ses services à l'étranger. En plus, les discours et les rencontres à l'ONU ont fini par mettre la France seule face à sa responsabilité historique, et par la conduire ainsi à intervenir en Afrique pour déloger le soi-disant Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'AQMI, sans pour autant en connaître les conséquences sur une population déjà fragile à tous les niveaux. Enfin, la liste peut s'allonger et les exemples qui témoignent d'un monde malade sont nombreux au point qu'il est devenu vraiment difficile de ne pas céder au charme théorique d'une stratégie fatale véhiculée par le dit terrorisme. Mais il n'y a pas en réalité de charme sans risque et cela dans tous les domaines de la vie, économique, politique, militaire, car toute structure qui traque, qui expulse, qui exorcise ces éléments jugés négatifs court le risque d'une catastrophe par réversibilité totale, comme tout corps biologique qui traque et élimine ses germes, ses bacilles, ses parasites, ses ennemis biologiques, court le risque de la métastase et du cancer. Autrement dit, le vrai déni de la globalisation qui se produit dans les discours officiels des États-nations à travers les leaders politiques et se reproduit sur le terrain par des guerres sanguinaires, actuellement se heurte à une contraction légale ou illégale, par des régimes politiques tout entiers ou par des organisations indépendantes. Ainsi, nourris consciemment ou inconsciemment par des lobbies médiatiques désenchantés pour ne pas dire nuisibles, le discours politique a réveillé les mauvais esprits que ce soit chez les croyants comme chez les athées non seulement dans les sociétés dites archaïques mais aussi dans celles qui ont effectué une longue marche vers la modernisation. Donc, le discours politique a chatouillé aussi les curieux des moins religieux et les a encouragés à investir dans la recherche, au sens propre et figuré du terme, de leurs origines et à vérifier par ailleurs leurs appartenances religieuses. Ils sont devenus adeptes de tout sujet de ce genre, des notions et des pratiques religieuses qui circulent à travers les chaînes de télévision, les satellites et les réseaux sociaux dans tous les sens et dans tous les espaces sans être correctement structurés. Ainsi, après plusieurs incidents traités sous la double marque de l'islamisme et du terrorisme, les musulmans en Europe et ailleurs se sont sentis visés directement par ces mesures. Ils se sont rendus compte que la fabrique du terrorisme n'est pas en réalité séparable d'une sécurisation des existences. Il faut, comme a dit Frédéric Neyrat, le saisir comme un acte à prétention souveraine dans un monde aussi globalisé. Pour cette raison, ils ont fait appel aux gens du livre, al-Kitab, aux savants musulmans afin de décortiquer certaines lectures des événements, comprendre ce qui s'est passé exactement et prendre une position adéquate qu'ils croient sécurisante. L'appel à la fatwa est devenu très répandu au sein de la société des croyants parce qu'ils cherchent avant tout à s'adapter aux différentes complexités du monde moderne, à combler un certain vide culturel au moment où la culture islamique connaît, ici et là, une provocation sans précédent et surtout à répondre à certains problèmes spécifiques à un islam orphelin, qui vient de voir le jour en Europe occidentale et dans d'autres endroits du monde. Avec d'une part, la perte quasiment complète de la fiction d'une économie nationale qui ne laisse plus guère que le champ culturel comme domaine où puissent se déployer les fantasmes de pureté, d'authenticité, de frontières et de sécurité, et avec d'autre part, le glissement spectaculaire et offensif de l'éthique à la matérialisation des civilisations. Les fidèles des 2 domaines politiques et religieux se sentent très concernés par le changement et implication dans le projet de choc contre choc, agression contre agression et programme contre programme. Mais la confusion du discours reste aussi très forte chez le politique comme le religieux. En d'autres termes, ils utilisent le même argumentaire pour le même objectif, manipuler la masse et gouverner dans le harem, l'illicite. Si les politiques, dans l'ici-bas ou la cité, transgressent malheureusement les 2 espaces politiques et religieux pour formuler un discours de rassemblement autour d'un gouvernement dit élu par le peuple, les religieux, quant à eux, n'ont que le halal,
le licite, seul et dernier discours légitime à leurs yeux, pour redistribuer aux combattants, djihadistes, les clés du paradis et ainsi réussir leur passage dans l'au-delà. Malheureusement, les révolutions arabes actuelles et leurs difficultés s'inscrivent dans cette logique de confrontation entre deux formes de légitimité, l'une terrestre et l'autre céleste, qui ne cessent de se disputer l'espace sans pour autant trouver, et cela depuis très longtemps, un terrain d'entente. Nous essayerons dans ce travail de faire tomber les masques, selon les termes de Pécharodo, des acteurs politiques concernant la façon dont le discours politique constitue les identités confrontées les unes aux autres dans l'espace public tunisien, mais aussi de montrer les limites d'un discours officiel, de tenter l'élaboration et la mise en œuvre d'une nouvelle éthique avant l'émergence d'un contre-discours amenant à une situation conflictuelle. Miné d'une part par l'incohérence et l'absence d'un véritable projet politique, témoin d'autre part de l'incapacité des énonciateurs politiques à se démarquer du fait religieux dans tout type de pouvoir, la propagande n'a fait qu'exacerber les esprits des fous d'Allah et à les pousser à chercher un calife sur terre. Même si notre démarche se limite au modèle tunisien de l'indépendance jusqu'à nos jours, cela ne nous a pas empêchés de faire de temps à autre une démarche comparative avec les autres pays arabes, en particulier ceux qui ont vécu des mouvements contestataires contre les régimes politiques en place ces dernières années, car l'exemple est jugé le même partout dans ce monde. En effet, en Tunisie, de Bourguiba à Marzouki en passant par Ben Ali, la religion fut un facteur déterminant pour gagner non seulement la bataille politique mais aussi pour régner sans partage le plus longtemps possible. Bourguiba d'abord, face aux différentes provocations de ses opposants de l'époque, s'est trouvé, malgré la solidité de son style de communication et l'adoption de la méthode dialogique dans son discours, obligé de modifier la règle du jeu politique. Son patriotisme, qui lui a permis de résister face à ses redoutables adversaires politiques ou à ses compatriotes ordinaires pendant la période de lutte anticolonialisme, ne lui était plus d'aucun secours après l'accès du pays à l'indépendance. Le contenu et le but du discours de ce dernier pour cette période ont connu une modification significative et une adaptation sous une forme d'extériorisation politique. Mais si Bourguiba se disait combattant suprême et père de la nation, Staline se nommait l'homme d'acier et petit père du peuple, en nationalisant les terres et en industrialisant à marche forcée l'Union soviétique. Ben Ali, quant à lui, a créé son propre modèle entre ces deux personnalités, une figure paternelle avec âme et main de fer. Si Bourguiba a bien combattu pour l'indépendance du pays, pour l'émancipation de son peuple d'une double domination, l'une humaine, colonialisme, l'autre naturelle, la misère, pour s'attaquer enfin à la construction des institutions de la nation, Ben Ali, par contre, ne s'est inscrit en rien dans ce parcours historique ni aux personnalités ayant conduit la Tunisie à ce chemin ni à ces différents événements. Au contraire, arrivant au pouvoir par la petite fenêtre que l'entourage du vieux Zaïm, président, lui avait ouverte pour entrer au palais de Carthage, Ben Ali n'avait rien à perdre d'une légitimité historique, intellectuelle ou encore patriarcale par laquelle son prédécesseur avait gagné la double bataille, l'une de libération de son pays d'une domination étrangère et l'autre de libération des mentalités et des esprits de son peuple de toute forme d'ignorance. Par contre, il a prouvé sa capacité à manier les mêmes mécanismes staliniens pour édifier une société ni industrialisée ni libre mais plutôt pauvre et soumise. La situation de la Tunisie de l'après-Bouazizi nous a dévoilé l'ampleur du marketing politique de Ben Ali et de son miracle économique. Amplifié par les médias, en particulier la télévision où les gourous de la communication mélangent la politique, l'économique et le médiatique pour créer leurs propres candidats, le marketing continue, malgré sa mauvaise image, à gagner la sphère politique, à fabriquer ses stars et à reproduire des discours de plus en plus en langue de bois. Enfin, l'arrivée du mouvement islamiste Ennahda au pouvoir, après la fuite de Ben Ali, fut marquée par un ton nouveau, plus aigu. Autrement dit, le discours était souvent agité et la foule répondait de la même façon, c'est-à-dire par l'agitation où se manifeste l'expression de la force et au-delà de la violence. Mais en général le halal, licite, religieux d'Ennahda et le haram illicite, politique, de Nida Tunis, le parti politique fondé en 2013 par le président Béji Ked Essebsi, se rassemblent pour faire du discours politique le revers de la même médaille. En suivant une analyse qui s'interdit de quitter le champ de la linguistique,
mais qui ne s'enferme tout de même pas dans telle ou telle de ces écoles ou de ces branches pour nous fournir plus de détails et d'éclaircissements sur le sujet, nous commencerons par rappeler les particularités d'un discours politique et définir ainsi les 3 modèles proposés, car il n'est guère simple d'entamer une telle aventure sans éclairer le lecteur sur la complexité de cet objet d'étude partagé dans sa construction entre plusieurs partenaires, à savoir l'annonceur, l'énoncé et le public. En plus, par discours, il faut entendre non seulement une somme d'écrits et de déclarations, mais plus encore et au-delà de ces déclarations la forme de lien social qui naît avec eux. Chapitre 1 : Le général et le particulier dans un discours politique. Qu'est-ce qu'un discours politique ? Sans plus tarder, nous précisons entendre par discours politique tout discours émanant d'hommes ou de femmes qui participent directement aux différentes décisions politiques d'un gouvernement, ou qui ont déjà eu des responsabilités politiques dans un gouvernement précédent. Il est donc pertinent de ne pas se laisser séduire par les intentions qui se transforment en un objet de discours politique de telle ou telle personne, ni sur la logique interne et les limites d'un quelconque discours, non plus que sur les réactions ou les effets laissés à chaque fois chez le public ciblé. Car ces questions et d'autres, même si elles n'ont pas fait consensus unanime des chercheurs, ont conduit tout de même à une réflexion plus sérieuse sur les modèles des énoncés politiques, comme elles ont structuré les paroles de leurs auteurs en les soumettant à une logique raisonnablement vérifiable. Notre objectif est plus général, et au lieu de considérer les discours politiques comme des blocs dressés l'un contre l'autre sans aucun lien logique entre eux ou encore en s'accrochant abusivement aux petits détails, nous essayerons de donner, dans une approche analytique et une autre sociologique du discours politique, un regard différent où les 2 champs se présentent dans un mécanisme interactif qui nous paraît déterminant pour la suite de toute action dite politique en Tunisie post-révolutionnaire. En d'autres termes, il ne suffit pas de mesurer le discours politique en termes de multiplicité de facettes et aux difficultés théoriques et pratiques liées au grand nombre d'intervenants intérieurs ou extérieurs qui participent directement ou indirectement à sa production, mais plutôt au bruit de fond qu'il constitue et au flux incessant qu'il irrigue à tous les niveaux, suscitant souvent des réactions très importantes. Pendant les grandes crises, par exemple, où nous assistons à des conjonctures politiques, sociales et culturelles, le discours politique forme ainsi un cadre cognitif pour une frange majoritaire de la société. Là aussi nous pouvons dire que le discours politique, qu'il soit convaincant ou non, est un objet, malgré tout vivant et d'existence avérée. Dans d'autres situations, l'énoncé politique se réduit à une simple déclaration d'apaisement sans qu'elle fasse l'objet de critiques ou d'appui que ce soit côté partisan ou côté adversaire. Toute analyse sérieuse d'un sujet aussi délicat que le discours politique dit légitime, sa production et sa destination, effet sur les récepteurs, nécessite un petit rappel, même bref des 4 points suivants. L'état de droit, le contexte d'un discours politique, la personnalité du producteur du discours et le contenu du discours. D'abord, tout discours, quel que soit son genre, n'aura de sens ou d'effet positif que lorsqu'il se produit dans un état de droit comprenant en premier lieu un dirigeant, élu par une majorité de la population dans une élection libre et transparente, et en deuxième lieu le consentement des citoyens qui ont une culture des droits et des devoirs en général et du jeu politique plus particulièrement. Car toute personne qui ne se sent pas concernée par le discours comme par l'action, ne peut agir en tant qu'être responsable et donner ainsi sa propre version des faits. Ainsi, tout discours politique ne peut qu'être fortement lié à la variable régime politique. Lorsque ce dernier est de nature totalitaire, les propagandes sont souvent à sens unique, du dirigeant au dirigé sans retour puisque le but est de fortifier sa légitimité illégitime. Le discours, dans un tel cas, ne concrétise aucun intérêt commun entre l'homme ou la femme politique et son public. Ensuite, tout discours extérieur à un contexte social particulier ne sera par définition qu'une propagande politique qui n'engage que celui qui le prononce, qu'il soit homme politique ou adhérent d'un parti ou d'un tout autre. En effet, le progrès dans les systèmes de gouvernance et la gestion des hommes et des ressources a contraint les politiques à adapter leur discours au nouveau contexte. Ainsi, le pourquoi sur sa production, sa réception, code de popularité et ses effets, réaction des auditeurs, reste la posologie qui donne à tout discours politique une apparence particulière avant sa préparation et sa prononciation. Je suppose, écrivait M. Foucault, que dans toute société la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée,
organisés et redistribués par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et les dangers, d'en maîtriser l'avènement aléatoire, d'en esquiver la lourde, redoutable matérialité. Cette description de Foucault nous amène à notre troisième point qui revêt ni moins d'importance que les premiers ni n'est complètement différent d'eux. La personnalité de l'homme politique. Celle-ci est un outil indispensable pour la suite du parcours politique. Si l'être humain par définition est une somme de sentiments de réussite ou d'échec accumulés à travers le temps mais aussi l'espace, cette somme est bel et bien condamnée à l'effondrement à tout moment devant le public ou au contraire, elle peut créer à travers un discours prononcé, la surprise en donnant une image d'estime et de confiance. Donc, la production d'un discours politique jugé positif est aussi une question d'histoire et de parcours historique du candidat ou du professionnel politicien. Enfin, quelle que soit la complémentarité des trois éléments ci-dessus et leur cohérence, le discours politique pourra connaître un échec fatal si son contenu s'éloigne de l'objectif auquel il est destiné. Nombreux sont ceux qui ont marqué l'histoire par leur discours, et même changé le cours de certains événements historiques non seulement dans leur pays et devant leurs concitoyens mais aussi dans le monde entier et sous ses regards. D'autres hommes politiques charismatiques ont perdu leur charisme et leur prestige en faisant des discours banals, qui n'ont aucun lien avec les aspirations des peuples. Et malgré l'usage des moyens de communication sophistiqués et performants qui transmettent l'image et le son en direct et encadrent aussi largement le discours politique, ces différents moyens n'ont pas empêché de qualifier certains contenus de leurs discours de nuls, vides, blabla, insignifiants et surtout de langue de bois. Quant à leur auteur, il apparaît de plus en plus incertain dans ses propos comme dans ses promesses. Ceci pour ce qui concerne les points constituant un dénominateur commun à tout discours politique. Quant à ce qui fait qu'un énoncé diffère d'un autre dans la parole comme dans le style de présentation, c'est la référence elle-même à l'auteur qui a inspiré le texte. Car non seulement il existe des personnes ayant imprégné l'histoire de l'humanité par leur génie en changeant le parcours des choses au bénéfice d'autrui, mais aussi la culture des peuples fait de certains hommes les héros de leur temps. Autrement dit, le discours dans ses différents modèles et dans ses différentes phases de production et d'évolution n'a jamais été coupé de l'histoire culturelle de son vrai producteur, ni de son environnement en général. Lié, comme toute idée politique, à une analogie et ou à une opposition, la production d'un discours, malgré son détachement à l'époque et au milieu, paraît plus que jamais fidèle à ses origines culturelles, réalité que l'on peut lire dans l'histoire des États en général et le discours politique plus particulièrement en Occident et en Orient. Car les différences à l'intérieur de ces deux mondes nous aident à repérer non seulement deux histoires de l'État-nation, mais aussi deux chronologies de la modernité ayant laissé deux modèles différents de discours politique. Evolution du discours politique. Le discours politique a connu dans toutes les civilisations un progrès considérable au niveau du texte, art de la parole, comme au niveau des moyens de communication. Néanmoins, ce développement est resté fortement lié au modèle de la société et de ses différentes structures sociales, politiques, religieuses et économiques. En Europe, depuis le mouvement de réflexion sur l'organisation politique au 5e siècle AV. JC à Athènes, le discours politique en Europe n'a cessé d'évoluer. La parole n'est plus réservée aux rois, dieux et poètes, mais chaque citoyen a le droit dans la polis, cité, d'y participer et de contribuer à l'amélioration de la vie de son groupe loin de toute sacralisation et d'obéissance. Le discours est devenu dans l'état de droit, un mode de régulation sociale ordinaire où les individus se retrouvent dans leur cité pour communiquer entre eux, librement. Ainsi, la prospérité dans le marché démocratique athénien qui s'est accompagnée de critiques publiques et d'une façon permanente a été suivie par certains penseurs de la société, a alimenté une forme de concurrence entre bons et mauvais parleurs. Les discours ont envahi ainsi les deux espaces publics et privés, où chacun peut faire entendre sa voix. Accorder des intérêts concurrents, des volontés diverses, des ambitions rivales, sans sacrifier ou écraser certaines catégories sociales, des idées traduites de la pensée d'Aristote surtout dans sa version sur l'art de la politique et le système de gouvernance, ont désormais gagné toute la cité. L'art de la parole n'est en réalité pas resté à l'écart de ce mouvement de prospérité intellectuelle et politique, à tel point que ce savoir-faire rhétorique athénien est même devenu porteur de risques voire de dérives,
parce que l'homme qui sait penser et ne sait pas exprimer ce qu'il pense est au niveau de celui qui ne sait pas penser. Ce malheur de la démocratie a divisé les penseurs de la société athénienne en deux tendances opposées, l'une représentée par certains historiens comme Hérodote et surtout Thucydide qui renvoie l'affaiblissement de la démocratie à la guerre et le déclin de la cité athénienne à cette démocratie malmenée. La seconde représentée aussi par certains philosophes comme Platon ou encore Aristote qui trouvent dans la réalité d'Athènes un moment de rêve pour une cité modèle. Le dit malheur a fait le bonheur d'autres civilisations, en particulier celle de Rome. Un siècle après la parturition douloureuse de la démocratie à Athènes, les écoles de rhétorique de Rome ont connu un développement sans précédent. Les autorités politiques ont mis à la portée d'un grand nombre de citoyens les armes du discours, en organisant des dialogues entre deux grandes figures de la scène politique de l'époque, Cicéron et César. Mais le modèle de l'autorité supérieure aux citoyens proposé par Cicéron, où le chef vertueux ne doit agir que dans le respect de la stricte légalité et dans l'intérêt de la res publica, n'a malheureusement pas vu le jour. Avec son discours des Philippiques, ce dernier a annoncé non seulement la fin de César mais aussi sa propre fin et la fin de toute une époque. En attendant l'époque de Machiavel et la naissance de l'État protecteur, l'Empire romain a connu bien évidemment des hauts et des bas à tous les niveaux, religieux, politiques et culturels. Désormais, la problématique se noue autour des relations entre l'Église et le pouvoir temporel sous ses multiples formes superposées, l'Empire, les royautés, l'organisation féodale. Ainsi, le discours politique n'est pas resté en dehors de cette problématique et le débat qui a dominé bien sûr toute cette période était concentré sur la question de la séparation entre le profane et le sacré, entre le pouvoir politique de l'empereur et le pouvoir religieux du pape. Des sujets intellectuels nourrissent l'esprit laïque qui est plus une revendication d'autonomie de l'État, de la vie civile et de la justice séculière qu'une position anti-religieuse. Ce débat, même s'il n'a pas totalement disparu du milieu intellectuel, a perdu beaucoup de sa force avec le machiavélisme et ainsi la naissance de l'État national qui va remplacer pas à pas et tout doucement les cités-États paraissent-elles en guerre permanente. Désormais la querelle des deux glaives, le temporel et le spirituel, ne représente plus le problème dominant et l'Europe entre dans une période de 3 siècles pendant lesquels la citoyenneté va prendre la place centrale qu'elle occupait auparavant en Grèce et la diffusion de la parole, dite, elle aussi va connaître parallèlement une révolution. Ce qui a donné naissance quant à l'espace public et l'espace privé, à la transparence du discours, à sa légitimité et ou à son illégitimité, enfin à plus de structuration et plus d'attention en ce qui concerne le protocole de présentation ou le contenu lui-même. Loin des salons et des cafés où se croisaient habituellement les paroles privées et publiques, les différents discours politiques vont ainsi connaître, dans une atmosphère plus démocratique, l'élargissement de leur champ en s'appuyant seulement sur la puissance de l'argumentation. Ce mouvement à la recherche d'une expression libre a perduré jusqu'à ce que le projet politique des Lumières aboutisse définitivement à son modèle en Europe à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et le rêve d'Aristote et de Platon a trouvé enfin sa voie vers une révolution totale des mœurs. Ainsi le triomphe des idées absolutistes va tisser de nouvelles relations entre l'État et la société civile, où la pensée politique et plus particulièrement l'organisation du pouvoir vont être magistrales. La politique, en tant qu'exercice individuel du pouvoir, et la mauvaise gestion de certains empereurs, en prenant des décisions personnelles et arbitraires en ce qui concerne la guerre et la paix, ont lancé de nouveau un débat autour de la notion de l'individu, de la société et de la liberté. Ceci a conduit, encore une fois, à une opposition entre pensée aristocratique et pensée de masse, entre pensée libérale et sociale et entre une idéologie bourgeoise et une autre, prolétaire. Inséparable du champ politique et de son développement, la parole politique a pris les mêmes couleurs. Intéressée, tout au long de cette période, par les mécanismes qui lient les deux espaces publics et privés, comme par la manière de faire sortir la parole d'une zone longuement réservée aux favoris d'hommes politiques mais aussi contestée par les récepteurs, les producteurs de discours politiques ont compris qu'avant de changer les choses il fallait changer les mots. Avec l'émergence de la nation, objet du nationalisme, selon les termes du philosophe contemporain Claude Paulin,
la production du discours politique a franchi un grand pas pour être plus soignée et adaptée aux intérêts économiques des États-nations. Parallèlement, les lieux de production, de diffusion et de réception, enceintes parlementaires, presse, médias audiovisuels, ont tous connu une révolution importante jusqu'à l'explosion de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, TIC, qui a défiguré l'ancienne pyramide de relations entre producteurs de discours, récepteurs et contenu. Mais ce début d'un discours véritablement entretenu en amont et en aval, au niveau du contenu comme au niveau de l'espace qu'il occupait, soit-il public ou privé, d'un point de vue microscopique ou macroscopique, ne cache pas un désordre politique représenté par un discours mensonger et opportuniste. Face à l'implacable modernité, face à ce nouveau visage de la nécessité, face à l'impersonnalité d'un monde sans patrie, le discours politique est apparu plus que jamais sans corps et sans esprit. Autrement dit, ce discours non seulement a marqué un clivage historique entre au moins deux communautés de nations, l'une s'identifiant comme libérale et l'autre comme sociale, mais aussi a nourri une violence de nature religieuse au nom du dialogue des cultures. Ces deux groupes de nations, même s'ils se joignent sur la question du territoire, de la langue et de la culture en général, divergent sur les principes qui font de l'ensemble de ces éléments une nation une et indivisible. Le premier prône la démocratie, les droits de l'homme, la liberté. Le second est classé autoritaire et non respectueux des valeurs dites universelles, en particulier des libertés individuelles. Au milieu de cette querelle idéologique naît un discours de mobilisation générale, où le mot et l'arme se complètent le plus souvent pour former ainsi un nouveau visage de l'humanité. Malgré la séparation entre l'État et l'Église dans les affaires politiques en Europe, dans certains pays dits laïques, le discours n'est pas totalement libéré de l'élément religieux. Au contraire, ce facteur est devenu la force motrice de tout provocateur, homme politique en une majorité, malheureusement restée par crainte de l'autre, enfermée sur elle-même, séparée de toute dynamique sociale cohérente. Dans le monde arabe, cette logique de développement du discours politique n'a en réalité pas connu un tel progrès puisque la politique elle-même n'est pas, selon les termes d'Ibn Khaldoun, une spécialité de ce monde depuis son existence. Néanmoins, le débat sur le sacré et le profane, le politique et le religieux, a commencé très tôt dans la civilisation musulmane autour de la légitimité du pouvoir du prophète Mohammed et sur le point de savoir s'il était de type politique ou religieux. Autrement dit, la question était de déterminer de quelle marge de liberté politique jouissait le prophète alors que son référent de base était le texte sacré, la révélation ou le Coran. Si le religieux est entièrement parole, sens et foi, le prophète n'édicte donc aucune loi de gouvernement ni de forme d'institution politique et de gestion étatique. Ainsi, la fonction prophétique est posée d'abord comme une fonction de séparation et de limitation entre la foi et la loi, entre pouvoir de l'homme sur l'homme à travers la révélation, et pouvoir de Dieu sur les deux mondes, ici-bas et au-delà. La parole du maître prophète, selon les termes de Ben Naoum, a structuré à un certain moment la pensée collective de la société alors que la gestion du monde des hommes par la foi au nom de la loi n'a jamais réussi. Car vaincre un ordre politique traditionnellement atomisé et essentiellement réglé par l'équilibre entre tribus, historiquement très ancré dans les sociétés arabes, surmonter la nature fortement communautaire des formations sociales qui rendait d'autant plus délicate une individualisation des rapports sociaux et politiques, était un véritable défi majeur qui nécessitait une conciliation complexe. Le problème du califat ou de la succession qui a fait couler beaucoup de sang, pratiquement dès la mort du prophète, n'est qu'une suite logique de la confusion du discours entre le sacré et le profane, entre le religieux et le guerrier. Avec les Omeyyades, le discours djihadiste, guerre légale ou guerre sainte, de l'élite militaire fortement mobilisateur, fondé sur un modèle religieux de prétention universaliste, a réussi à unifier les musulmans, à gagner plus de cœurs et plus de terres. Mais l'émergence d'un système monarchiste, siyasat al-mulk, où l'on assimilait royauté et possession sans cadre juridique et sans engagement moral, a préparé le terrain pour l'apparition d'un mouvement de pensée souvent contestataire et surtout à caractère séculier. Alors que les chefs de la communauté ne pouvaient désormais apparaître comme des rois, que dans la mesure où ils tenaient cette qualité de la volonté divine, Kadassa. Donc, il n'y a que Dieu possesseur de la royauté, Malik al-Mulk, et pas les êtres humains.
Cette pensée et d'autres sur certaines questions existentielles plus particulièrement, ont plutôt beaucoup contribué à l'extension de l'art du kalam, discours, qu'à structurer le discours politiquement. Ainsi, la définition du pouvoir, le libre arbitre et la prédestination, la foi et les œuvres, la toute-puissance de Dieu et la distinction du bien et du mal, etc., sujets qui n'ont pas trouvé le consensus des oulémas ou les savants musulmans ont alimenté sous forme de discours, kalam, un vrai grand débat intellectuel, philosophique et politique jusqu'à ce que certains historiens et spécialistes qualifient cette belle période comme étant la plus bouillonnante intellectuellement qu'a connue l'islam parmi toutes ses différentes phases des apostrophes. Affermissement. La question de la succession, califat ou khilafat, d'abord, la division de l'islam entre sunnites, chiites et kharidjites ensuite et le mariage entre deux espaces complètement différents à savoir l'espace religieux et l'espace politique enfin, ont forgé progressivement les kalams et sont devenus un champ d'expression où s'opposent et se différencient les différents courants philosophico-religieux. En effet, les mutazilites, courant de pensée rationaliste apparus au 8e siècle, furent les premiers à pratiquer le kalam pour défendre leur thèse, libre arbitre humain, attribut divin, position intermédiaire à l'égard du pécheur, position neutre à l'égard du conflit entre Ali et ses ennemis. Mais c'est surtout avec les Acarites, école théologique fondée après la séparation d'Al-Ash'ari au mu'tazalisme, que la théologie résonante et où le kalam ont été largement utilisés pour défendre les principaux articles de son dogme. Attachés au Coran et aux hadiths, les deux principales sources de l'islam, le hanbalisme, une autre école juridique très réputée par sa rigueur et sa doctrine pro-sunnite, a formé à l'époque des Abbassides en Irak, un front de lutte contre non seulement le kalam et ses différentes positions théologiques mais aussi le chiisme et ses adeptes. Car ils estimaient, d'une part que le kalam en tant que raisonnement humain peut être exploité pour définir la foi, chose inacceptable pour les fidèles, et ils pensaient d'autre part qu'en discutant avec un adversaire on risquait d'accepter certaines de ces différentes thèses et d'aboutir à un compromis. Ceci explique en effet la fin du kalam ou du discours malgré le rôle très important qu'il a joué au sein des écoles théologiques tant sunnites que chiites dans le développement de l'esprit critique et de la liberté de jugement durant plus de 3 siècles. Mais l'effondrement total de l'État abbasside et la désintégration progressive de plusieurs États non-arabes, persans, afghans, ouzbeks, mongols, turcs, berbères, espagnols, ont conduit non seulement à un changement dans le système de gouverner mais aussi dans la langue du pouvoir. L'arabe, langue de discours officiel et du Coran qui a joué un rôle déterminant dans l'unification du message adressé aux différentes régions de la dynastie abbasside et par là, à l'unité de la communauté, Oumma, ne jouissait plus de la même fonction. L'écart entre une culture politique purement islamique, basée principalement sur l'addition du naturel, idéal commun et du superficiel, intérêt commun, et une autre culture minoritaire présente dans les mémoires mais absente dans les pratiques quotidiennes, était la source d'un discours incohérent et d'une politique à double tête plus globalement. On trouve cette situation dans les analyses que nous a laissées Ibn Khaldoun entre l'ordre communautaire tribal, intégré mais segmenté et particulariste, et l'État dont la prétention universaliste est sans cesse mise en échec par le biais des résistances communautaires. Cette tension entre les deux ordres a continué à nourrir fortement les aspirations à l'unité jusqu'à ce qu'elle donne, un peu plus tard, un effet contraire. Pendant la période ottomane, les fonctions prophétiques et politiques se complètent pour faire du détendeur du pouvoir un prophète descendant dans l'arène politique. Ainsi, pour retrouver le chemin du paradis, l'Oumma devait prouver sa volonté d'exalter la volonté divine. L'autosacralisation du discours politique est adoptée officiellement en tant que jeu de pouvoir, et le retour aux sources, à l'origine, au texte religieux tel qu'il était prescrit par le prophète est devenu une stratégie aux mains des chefs politico-religieux ottomans. Au niveau intellectuel, cette dérive a renvoyé de nouveau à un ancien débat qui a dominé les premiers siècles de l'islam concernant la problématique de la légitimité du discours. Autrement dit, à chaque crise, l'opinion sur le discours prophétique et surtout sa légitimité se trouve, tout au long de l'histoire culturelle des Arabes, partagée entre deux tendances. La première trouve dans le discours prophétique et la prophétie en général la solution idéale pour sauver la Oumma de tous les maux, se réfère à la révélation et juge que le prophète exerce dès lors sa légitimité à partir d'un texte sacré, la loi de Dieu. Son discours ne pourrait être en dehors ni du texte ni de son contexte vécu.
La cohérence dans les paroles comme dans les pratiques de Mohammed en tant que chef religieux et chef politique, qui a conduit avec succès l'opération civilisationnelle, n'a dû gagner beaucoup d'espace que parce qu'elle a bénéficié d'une légitimité de Dieu à travers le Coran. Cette légitimité a perdu, selon la deuxième tendance, son sens avec les conflits sur le califat et la mise en cause de la sincérité des représentants de la foi, ayant conduit à l'affaiblissement de la communauté puis à sa division, ce qui aurait nécessité l'adaptation du discours religieux au contexte politique et à ce qu'il soit fait face aux exigences du moment. Il s'agit d'une nouvelle orientation annoncée par Ghazali qui écrivait « Un ordre mauvais, voire injuste, vaut mieux que le désordre ou l'anarchie. La sécurité et la paix sont les conditions nécessaires au bonheur des hommes et à l'obtention de leur salut. Si le pouvoir se définit par sa nature et son origine, sa fonction de protection de la religion passe d'abord par celle de protection de l'ordre, et l'obéissance doit donc d'abord aller à celui qui détient le pouvoir. » L'auteur, témoin d'un important bouleversement politique, lié à la conquête turque et à l'avènement du sultanat seldjoukide, a présenté par cette politique un plan d'action rigoureux pour la période allant du début du XIVe siècle à la fin du XVIIe siècle. Cette période a en réalité marqué profondément non seulement l'histoire du politique en islam mais a donné naissance à un modèle de discours spécifique voire propre au monde arabe jusqu'à aujourd'hui. En effet, la légitimité du sultan ottoman était issue de sa capacité à assumer le pouvoir dans un cadre déjà établi, à protéger le bien public, maslaha el-amma, et surtout le consensus, IJM à accent circonflexe. La légitimité du sultan et celle des savants, les oulémas, semblaient complémentaires. Ce rapport d'utilité réciproque a permis à l'État ottoman de garantir un pluralisme limité, genre des livres de chrétiens et juifs, et témoigne d'une autonomie relative du politique par rapport aux religieux jusqu'au XVIe siècle, date du transfert du siège du calife à Istanbul. Jusqu'à ce moment, le sultan, protecteur de l'ensemble des musulmans dans le monde, n'a pas changé son titre mais a bénéficié d'un rôle religieux très important après le traité ottomano-russe, d'où une certaine reconnaissance internationale. Ceci a remis de nouveau la fonction califale sur la balance après un règne de 3 siècles environ, et ainsi augmenté le pouvoir du sultan sur les 10 oulémas par la réorganisation du pouvoir de façon pyramidale avec au sommet, le sultan détenteur du pouvoir politique, puis les oulémas, les savants, dont le premier, le cheikh al-Islam, légitimait le sultan d'un point de vue religieux, à condition qu'il respecte les oulémas et qu'il garantisse l'unité du pays, el-Wiyada, et en troisième lieu les confréries soufis, alliant mystique musulmane et piété populaire. Cette réorganisation, qui a malheureusement coïncidé avec les menaces européennes sur les mers, les terres et surtout sur le plan commercial, a instauré un système très complexe d'instrumentalisation du pouvoir où l'on assiste à un bouleversement entre les sphères politiques et religieuses. L'exemple des réformes modernistes du sultan Sélim III en 1789 à 1807 qui ont été bloquées par les janissaires et les oulémas, ou encore celui de Mohamed Ali dans une Égypte qui venait de sortir de la conquête française 1805 à 1849, et enfin Ahmed Bey régnant sur une Tunisie qui s'ouvrait sur elle Europe 1837 à 1855 témoignent de ce début de confusion. Un peu plus tard, avec Mahmoud II 1808 à 1839, à Istanbul les janissaires ont complètement disparu alors que les Mamelouks, un autre corps militaire composé d'esclaves en Égypte est devenu l'élite sous Mohamed Ali, 1769 à 1849. Nous voulons montrer à travers ces différents événements que les oulémas, les cheikhs, les confréries, sont tous devenus de simples propagandistes de l'État à la fin de l'époque ottomane, et que le pouvoir politique, tel qu'on l'entend aujourd'hui, avait définitivement assis son autorité sur les représentants de la religion. Au milieu de ce désordre politique, le discours ne pouvait être que l'un des mécanismes de pouvoir, et au lieu d'être un élément de structuration d'une société fondée sur l'islam, avec une base sociale communautaire et segmentée, il a nourri une pensée fragmentée au nom de l'innovation et la modernisation dirigée par une jeunesse contestataire qui voulait suivre le modèle occidental en marche à l'époque. Il est vrai que les écoles réformistes de Tataoui, 1801 à 1873 en Égypte, d'Ibn Abi Diaf, 1802 à 1874 et Khaireddine, 1810 à 1889 en Tunisie,
ont posé un diagnostic sévère à l'égard de la Oumma, surtout ce dernier qui pour la première fois emploie le mot Daoula, État moderne, en guise de critique des institutions existantes de son pays. Khaireddine introduit également, et pour la première fois dans le langage politique, les mots de libéralisme politique et de droit politique. Mais il ne s'agit pas du tout, pour l'Égyptien Ertataoui, comme pour les Tunisiens Khaireddine et surtout Ibn Abi Diaf, de toucher à la culture islamique du politique, mais de la moderniser, c'est-à-dire de l'actualiser en lui greffant des techniques occidentales. Pour les uns comme pour les autres, créer des institutions justes signifie limiter le pouvoir du roi par la loi et par la consultation. Lorsqu'Abi Diaf parlait du Parlement, c'était l'équivalent d'un majlis, d'un rassemblement où l'on débattait des affaires de la Oumma que Tataoui appelait aussi la Choura des oulémas, consultation de type religieuse, pour faire un contrepoids au pouvoir. Et lorsqu'il évoquait la loi et la nécessité de son adaptation aux nouvelles circonstances, Tataoui comptait bien sûr sur les oulémas et leur soumission à la volonté de Dieu. En effet, selon lui, Dieu est le seul connaisseur du bien-être de l'Oumma et donc le seul capable d'initier les oulémas à suivre ses affaires. Cette idée est par ailleurs confirmée par le Tunisien Abi Diaf, qui s'y attachait fortement parce qu'il la jugeait nécessaire et légitime pour asseoir les règles du juste. Certes, la réflexion sérieuse de cette école de pensée sur certains problèmes dans la société arabo-musulmane a conduit non seulement à des réformes politiques importantes comme celle de Khaireddine en Tunisie mais aussi a fait naître une deuxième école de pensée, Al-Afghani, 1839 à 1897, Abdou, 1849 à 1905 et Rachid Rida, 1935, différentes de la première dans ses analyses et ses approches des problèmes, mais ces écoles se rassemblent autour de la question de la charia, loi islamique. En revanche, cette école et celles qui lui ont succédé sont restées attachées à des méthodes nées en dehors de la Oumma qui ne pourraient être valables que pour l'extérieur car le problème est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, en tout cas que celui de simples techniques de modernité et de coïncidence forcée entre la temporalité de deux mondes qui ont chacun leur histoire, qui chacun a été affecté par des problèmes spécifiques à des époques données. En outre, le discours et l'action de ces écoles ont enraciné à jamais une division profonde concernant la conception de la patrie, al-Watan, et celle de la nation, Oumma, qui à leur tour ont implanté l'incapacité politique à manier les mécanismes de leur gouvernance. Tataoui est le premier bâtisseur de cette dichotomie entre nation et patrie, lorsqu'il a défini la nation en tant que collectivité humaine structurée par un lien qui n'est pas nécessairement religieux, et qui annonce déjà l'idée d'arabité. En effet, le glissement donc d'un nationalisme plus général où la religion joue un dénominateur commun entre les différents protagonistes politiques de l'époque, à un autre plus restreint, la patrie et le patriotisme, où les éléments géographiques sont désormais plus déterminants, est apparu plus que jamais convaincant dans le discours officiel comme dans les écrits de l'élite. Ainsi en est-il de Abdou, à la fin du XIXe siècle jusqu'à Nasser et de sa théorie arabe, en passant par Zagloul et son parti politique Al-Wafd sous la colonisation britannique. La référence progressive aux fêtes nationales se confirme jour après jour, la langue même a subi un nationalisme sauvage et le dialecte égyptien a pris surtout avec Najib Mahfoud, la place de la langue arabe du Coran dans l'Égypte des pharaons. Au cours de ce clivage, le discours politique s'est construit surtout sur une mobilisation politique visant principalement les sensibilités de tous les Arabes sous une domination occidentale, alors que les pratiques politiques cherchent à conforter la collectivité territoriale au détriment d'une collectivité spirituelle par référence à des particularités historiques. D'ailleurs, ce même discours s'est reproduit, et s'est généralisé dans tous les pays arabes de tendance nationaliste juste après l'indépendance. Autrement dit, la question nationale qui avait si fortement marqué l'entre-deux-guerres était parvenue à se faire oublier à la faveur de l'affrontement idéologique bipolaire, communisme et libéralisme, qui déchira le monde. Sans aucun doute, la nation n'avait pas complètement disparu de l'horizon politique, la décolonisation ayant été l'œuvre de plusieurs mouvements de libération nationale. Mais la dimension proprement nationale était la plupart du temps masquée par une rhétorique marxisante, et noyée dans un internationalisme de convenance. Cette stratégie de dissimulation était un passage obligé pour les communistes du tiers-monde,
mais n'épargnait pas les autres leaders arabes de l'anticolonialisme. Nasser en Égypte comme les promoteurs syriens du Ba'ath ne manquaient pas d'associer leur fougueux nationalisme à un socialisme arabe tout aussi vibrant qui se ramenait avant tout à l'étatisation de l'économie. État-nation arabe et nationalisme. Il est clair, après ce bref rappel de parcours des deux civilisations, occidentale et orientale, que le monde arabo-musulman n'existe pas d'abord comme totalité unifiée et personnalisée. Chaque pays s'est forgé historiquement par rapport à ses composantes socio-culturelles de base et à ses propres contacts avec d'autres peuples et d'autres cultures asiatiques, européennes ou africaines. Cette réalité a modelé par la suite une stratégie politique propre à chacun d'eux. Parler ainsi d'un seul discours politique arabe nous paraît un peu utopique. En outre, face à l'enjeu que représente l'apparition de l'État, la construction intellectuelle en Occident ou dans le monde arabe fait sens. Dans leur variété, les sociétés du monde occidental ont forgé leur aventure politique en référence à une chronologie, une culture et un mode d'organisation qui s'éclairent d'autant mieux qu'ils se distinguent des paramètres qui permettent de comprendre notamment la construction de l'État en monde musulman. Qui contestera, s'interroge Badi Bertrand, que l'aventure du christianisme, le rapport à Rome, lieu de culte, ou encore les circonstances de la réinvention du droit à la fin du Moyen Âge, la crise de la féodalité ont pesé de façon significative sur la formation de l'État occidental et de son savoir-dire ? De la même manière, la conquête islamique qui cherchait à élargir particulièrement l'espace des croyants et à les unifier sous la bannière de l'islam dans un moment de son histoire, l'organisation de la religion, les circonstances de la défaite, les divisions dans le rang des fidèles, la colonisation sous ses différentes formes, la lutte pour l'indépendance et la construction nationale ont forgé l'histoire de l'État en terre d'islam jusqu'à rendre intransposable non seulement chacun de ces deux modèles, Occident terre d'Islam, mais aussi le modèle de chaque pays à l'intérieur du monde arabo-musulman. La décolonisation, la naissance des États-nations et la continuité de la guerre froide jusqu'à la fin des années 80, date de l'effondrement de l'URSS, n'ont pas empêché l'apparition de nouvelles techniques de communication ayant entraîné une révolution au niveau du discours politique. La télévision d'abord, qui a commencé très tôt à structurer l'action politique aux États-Unis d'Amérique dans les années 60 et gagne un peu plus tard l'Europe de l'Ouest, les réseaux sociaux ensuite, en particulier le web et l'Internet, enfin, le YouTube, le Facebook, le Twisté et le blog, ont tous joué un rôle clé dans la maîtrise de l'image et du discours politique. Mais si tous ces différents outils sont l'un des aspects de la révolution technologique européenne, cela ne veut pas dire qu'ils soient plus signifiants ou encore plus avancés que la conscience, la lucidité et l'expérience de la société accumulées à travers le temps. Avant d'arriver à ce stade d'invention, l'Europe, comme on l'a vu, a connu des défis successifs. La crise de la féodalité, la dissolution des liens communautaires, l'institutionnalisation d'espaces sociaux autonomes, l'équilibre des pouvoirs religieux et politiques, l'élaboration d'une sociabilité populaire, la formation de classes sociales, auxquelles il a fallu répondre par l'invention politique sociale, éducative, économique et religieuse. Autrement dit, la modernité n'est pas apparue du jour au lendemain, mais le fruit d'un processus continu où l'individu comme la société se construisent réciproquement et d'une façon régulière. Ce ne fut pas le cas dans la culture arabo-musulmane, à cause des échecs et des contre-performances liées surtout au bricolage, et à l'adaptation d'une modernité adoptée par nos hommes politiques qui ne l'ont pas inventée par leurs propres moyens. La politique en général et le discours plus particulièrement, sont restés malheureusement inspirés de ce climat qui régnait depuis longtemps sans rupture avec l'ancien système. Le printemps arabe qui est en train de balayer les régimes politiques en place depuis plus d'un demi-siècle en essayant de couper le cordon avec le passé, n'est qu'une réponse liée directement au double discours très marqué par le halal et le haram politique dans ce monde. De Tunis à Damas, en passant par Sanaa, Le Caire, Tripoli, Amman, Riyad, Alger ou Casablanca, les Arabes se sont réveillés brutalement, sans prévenir et sans que l'on comprenne tout de suite les véritables causes de cette sortie de coma qui a duré plus d'un demi-siècle. Même si le dénominateur commun qui caractérise la colère dans tous les pays était plus ou moins connu par tout le monde, comme la pauvreté, l'absence de liberté, le chômage, la corruption, ou encore l'absence totale de pratiques citoyennes à cause de la politique d'étouffement exercée par le pouvoir, le degré d'exaspération,
le trait particulier quant à lui était moins connu voire ignoré par les sociétés qui ne connaissent pas bien cette région du monde. Il n'a fallu que quelques jours seulement après la chute du régime de Ben Ali pour que des journalistes expérimentés et des spécialistes de mouvements sociaux du monde entier découvrent qu'un sentiment d'injustice très profond, mais surtout un double discours politique, l'un orienté vers l'Occident et l'autre vers l'Orient, avait fait briser le silence et éclater la révolution. Ainsi, la fusion entre l'espace politique et l'espace religieux des différents dirigeants arabes pour gouverner le plus longtemps possible a laissé une confusion totale. Même si, rappelons-le, chaque pays du monde arabe a tissé différemment son histoire et a préparé son propre avenir, ils ont tous fait de l'islam au lendemain des indépendances leur religion d'État, alors que le débat aussi bien que les pratiques à l'égard des religieux étaient rudes. Leur exclusion du pouvoir depuis plus d'un demi-siècle et le discours politique orienté qui a noirci leur image à l'intérieur comme à l'extérieur de chacun de leurs pays, au nom de la modernité, leur a donné une sorte de légitimité conditionnelle après la révolution arabe. Les dernières élections démocratiques en Tunisie, en Égypte et en Libye ont bien montré une réussite incontestable des partis politiques islamiques. Dans le reste des autres pays arabes en mutation, Syrie par exemple, le choix des partis politiques à caractère religieux pour gouverner sera à manier avec prudence, afin d'éviter tout débordement et toute revendication radicale visant directement les régimes en place. Peut-être encore, assisterons-nous prochainement à des arrangements entre certains pays arabes de même tendance politique ou de même système de gouvernance. D'autres pays vont accepter évidemment une forme d'ingérence politique, économique ou autre, directe ou indirecte, pour éviter de contrarier la détermination des peuples au changement et s'adapter au nouveau contexte régional et mondial. Mais ce qui est sûr et certain est qu'une lecture provisoire des consignes de la stratégie politique dans les discours officieux des partis religieux à la tête des pays ayant renversé, par les révolutions, les régimes autoritaires depuis 7 ans maintenant, nous confirme que le type de discours n'est pas tout à fait modifié par rapport à celui de leurs prédécesseurs, tous partis politiques confondus. Ainsi la guerre entre le halal politique et le haram religieux ou vice-versa, n'est pas finie et au contraire, l'on assiste à un renversement de rôle et de statut dans le fait politique. Dans les pays en révolution, la politique, comme dans l'histoire du cheval et du chariot, a perdu à mon avis, la corde avec laquelle elle a tenté depuis longtemps de tirer le mouvement religieux dans le moule politique pour finir en un simple charretier voire spectateur. En effet, l'échec de l'expérience politique de tous les pays arabes sans exception, en particulier en ce qui concerne surtout le sujet de la démocratie, renvoie directement à la question de la légitimité, charia, du pouvoir. Autrement dit, contrairement à l'Europe, en l'occurrence l'Europe de l'Ouest qui a fondé son système politique sur la notion de la légitimité découlant de la souveraineté populaire, le monde arabe a proclamé et proclame aujourd'hui encore, au moins quant aux partis à caractère religieux, que la souveraineté n'appartient qu'à Dieu et que la légitimité de l'autorité terrestre n'a d'autre base que l'obligation d'appliquer la volonté et la loi sainte de Dieu. Entre le gouvernement suprême de Dieu, et ou de la loi sainte révélée et le gouvernement d'un président-chef qui se veut être à chaque fois suprême, le halal et le haram continuent bien évidemment à tisser parallèlement des liens sociopolitiques fragiles qui se transforment souvent en une violence périlleuse. En Tunisie, de Bourguiba à Essebsi en passant par Ben Ali, la religion fut un facteur déterminant pour gagner non seulement la bataille politique mais aussi pour régner sans partage le plus longtemps possible. Ainsi, le halal religieux et le haram politique se rassemblent pour faire du discours politique le revers de la même médaille. Chapitre 2 Tunisie POSTCOLONIALE et discours politique. Le président Bourguiba a d'abord profité de son charisme, de sa personnalité et du contexte du pays pour utiliser la religion comme un terrain fertile pour son discours et en général pour sa politique dite d'ouverture. Lui succédant le général Ben Ali n'était ni bavard, ni de ceux qui aimaient trop la lumière des écrans médiatiques pour prononcer des discours politiques. Néanmoins, et contrairement à son prédécesseur, sa méconnaissance de la méthode dialectique, Iwar, en particulier avec les savants, hommes religieux, l'a poussé à être très déterminé à leur égard et au nom du terrorisme, il les a enfermés dans les prisons ou les a chassés du pays. La Troïka,
qui a gouverné la Tunisie post-révolutionnaire avec à sa tête les ex-exilés d'Ennahda, n'a pas caché, après presque 3 ans de pouvoir, ses ambitions politiques. Le discours politique de Ranouchi, chef du mouvement Ennahda, dès son retour d'exil, n'est plus le même depuis l'accès de son parti politique au pouvoir. Les paroles et les actions de Hamadi Djebali, chef du gouvernement et premier responsable du même parti et de son successeur Ali Laharayed, n'ont pas prouvé, selon les observateurs, ni une harmonisation ni une stratégie digne d'un chef de gouvernement. Quant à Marzouki, président de la République au temps de la Troïka et fondateur du parti politique le Congrès pour la République, CPR, sa position s'est qualifiée par l'ambiguïté et comme celle d'un spectateur dépourvu de liberté de décision comme des moyens d'exécution de sa politique. Pour dire les choses encore plus simplement, les 3 grands partis politiques au pouvoir ont montré, durant la période de leur gouvernance, une défaillance majeure entre les promesses faites au début de leurs élections et leurs pratiques politiques actuelles. En outre, leur discours politique n'a cessé de provoquer la colère et de diviser ainsi la société tunisienne entre hommes et femmes, entre religieux et athées, entre modernistes et dits traditionalistes et ou encore entre arabophones et occidentalistes jusqu'à ce que la violence en tout genre, y compris politique, occupe le terrain et se soit installée dans l'esprit d'un grand nombre de Tunisiens. Ceci laisse certains penser que ces dirigeants tiennent un double discours caractérisé par l'ambivalence et l'absence de clarté envers l'avenir politique du pays. D'autres, par contre, ne font pas la différence entre le discours politique de la Troïka et les discours des hommes politiques ayant précédemment gouverné le pays. Certes, l'adoption d'une nouvelle constitution et la formation d'un gouvernement d'indépendants menant à des élections démocratiques ont mis fin à une période marquée par des controverses entre les 2 principaux partis politiques rivaux, à savoir les islamistes et les libéraux, mais ils n'ont pas mis fin aux interrogations sur l'avenir de la Tunisie. Quel chemin va emprunter la Tunisie, celui de la modernité? Celui du retour aux traditions? Celui du libéralisme? L'islamisme d'Ennahda débouchera-t-il sur un courant islamo-démocrate? Ou se radicalisera-t-il? Entre les pays du Golfe, donateurs de fonds monétaires pour les pays en mouvement et les États-Unis, cherchant à s'implanter davantage en Afrique, quel sera le paysage politique du pays? Qu'en est-il de la menace salafiste? Le salafisme sera-t-il la boussole aux mains des Américains pour orienter le pays comme ils veulent et la région en général? Ou seront-ils tout simplement observateurs pour maîtriser d'autres groupes djihadistes plus féroces? Ces questions et d'autres bien sûr seront l'objet de notre analyse à la fin de cette étude. Mais essayons dans un premier temps d'analyser les 3 types de discours politiques des 3 gouvernements qui ont marqué l'histoire du pays, en commençant par le président Bourguiba, Ben Ali et le discours de la Tunisie post-révolutionnaire, et de vérifier le halal et le haram dans leurs paroles. 3 ères différentes de la politique tunisienne ont marqué la société, malgré les particularités de chacune des périodes, d'une fracture profonde entre le politique et le public. Mais, quelles que soient les conditions dans lesquelles se trouve un acteur politique, le degré de conscience et d'épanouissement de la population, les moyens de développement en général et celles de la communication en particulier, la personnalité d'un leader politique et sa façon d'être et d'agir restent les déterminants par excellence de toute réussite politique. Dès l'instant que nous parlons apparaît, a dit Charodeau, une part de ce que nous sommes à travers ce que nous disons. La politique dans ce sens est avant tout une pratique et un art de communication, un discours qui a pour but de répondre aux attentes du public. Plus que partout ailleurs, le discours politique doit renseigner aussi l'autre sur la personnalité de celui qui transmet le message. Autrement dit, il faut bien choisir un modèle de discours qui s'adapte avec soi-même d'abord, avec l'espace-temps ensuite et le type de la société et ses attentes, certain nombre d'exigences minimales, enfin. Dans son article, Le marketing politique, Gilles Achach dénombre 3 modèles de communication politique: le modèle dialogique, le modèle propagandiste et le modèle marketing. Quant au premier, il se présente comme la forme la plus légitime en termes de communication, puisqu'il est basé notamment sur le dialogue au double sens d'échange de paroles entre l'acteur politique et le récepteur ou le public. Contrairement au premier, le modèle propagandiste ne bénéficie pas d'une aussi forte légitimité car il fonde son objet de communication sous une forme théologico-politique qui échappe par nature à toute évaluation et critique.
Le dernier modèle n'a ni prouvé sa légitimité ni voire l'a démenti parce qu'il continue à utiliser la propagande du marché, ce qui permet de ne vérifier que quelques aspects de ses paroles politiques. Avec le temps et le développement des modes de communication, ce dernier modèle n'a plus d'avenir qu'entre les mains des naïfs de la politique. En deçà et au-delà de la légitimité, le modèle de discours marque dans une première appréciation l'appartenance de l'acteur politique à lui-même en adaptant une logique plutôt qu'une autre. Il se présente ainsi comme un premier marqueur identitaire de l'homme politique non seulement par rapport à son public, à son peuple, ses observateurs nationaux et internationaux mais aussi à soi-même. En effet, cette cohérence entre la personnalité et son modèle de communication ou ce qu'on appelle dans le langage des sciences politiques modernes, la cohérence entre l'expérience, le talent et les résultats forment ensemble le style. Parmi les publications qui ont donné une très grande importance au style de discours figure celle de Robert Harriman. Ce dernier met en évidence 4 styles rhétoriques qui coexistent dans les démocraties modernes. Le style réaliste, le style courtois, le style républicain et le style bureaucratique. Ce sont des vraies techniques de rédaction du pouvoir, où chaque style représente l'articulation esthétique d'une théorie politique. Il s'inscrit dans ce sens, dans une performance liée au texte-objet sujet de communication, c'est-à-dire dans un ensemble de règles régissant une séquence d'actes de langage. Ces règles établissent des critères fixant le statut des contextes de communication. Mais on parlait également des niveaux de style de discours politique comme les choix lexicaux, les pronoms, la structure syntaxique et les autres choix grammaticaux qui dépendent du type de situation. Ceci nous laisse dire, après ce modeste développement sur le discours politique, que la communication politique est un langage, une pensée et un comportement reflétant tout ensemble la personnalité de celui qui les expose dans un contexte particulier et pour un objectif politique bien précis. Mais aussi au milieu, entre le discours avec ses pratiques communicationnelles et l'orateur, existe un intermédiaire symbolique très fort qui se fonde sur un statut, la légitimité. À la parole autorisée de la compétence statutaire, répond le silence de l'incompétence non moins statutaire. Ceux qui ne se croient pas pourvus d'un droit à formuler une opinion s'en dépouillent au profit d'autres qui parlent bien. L'efficacité symbolique des mots ne s'exerce jamais que dans la mesure où celui qui l'a subi reconnaît celui qui l'exerce comme fondé ou ce qui revient au même, s'oublie et s'ignore en s'y soumettant, comme ayant contribué par la reconnaissance qu'il lui accorde à la fonder. Un argument qui nous donne une raison de plus concernant le rôle important de la culture de discours, sur les paroles de l'homme de privilège ou de pouvoir. Nous ne cherchons pas dans ce modeste travail à réinventer le discours politique et ses différents mécanismes externes, le modèle, et interne, le style, parce que l'ensemble peut formuler également un bon comme un mauvais discours, un vrai comme un faux discours. Par contre, la question du halal et du haram dans le discours politique arabe en général et tunisien plus particulièrement, nous paraît plus que jamais significative sous la présidence de Bourguiba, de Ben Ali ou des différentes personnalités ayant gouverné le pays depuis la révolution de janvier 2011. On peut avec certitude confirmer que la personnalité tunisienne est restée fidèle au principe de l'ouverture, du dialogue et de la modernité en général. Mais en même temps on ne peut pas non plus nier que cette réalité sociale fut malheureusement bafouée par les politiques qui ont gouverné la Tunisie depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, et plus particulièrement dans leurs discours qualifiés souvent de langue de bois. Après plus d'un demi-siècle de liberté conditionnelle vient la révolution de janvier 2011 pour montrer non seulement aux Tunisiens les dégâts laissés par ces hommes politiques à tous les niveaux, mais aussi pour dévoiler au monde entier le halal et le haram dans leurs discours. Sans entrer dans des détails très complexes, dont on a essayé de clarifier certains de leurs aspects un peu plus haut, ni discuter des techniques utilisées dans la communication politique des sociétés démocratiques et ayant connu un développement à tous les niveaux, nous effectuerons dans un premier temps une analyse de la spécificité des discours politiques tunisiens des 3 gouvernements successifs, pour mettre ainsi en place, à partir des différents résultats de leur comparaison, une sorte de baromètre qui nous servira à anticiper les éventuelles dérives politiques des années à venir. Il est vrai que le pouvoir se mesure par la vision qu'a chacun de soi-même, et qui est souvent très élevée chez les hommes politiques, ce que fait qu'en arrivant au pouvoir la majorité des dirigeants ne veulent pas abandonner facilement.
On lit par exemple, dans l'histoire des personnalités politiques, que l'empereur Néron par exemple, condamné à mort par le Sénat romain pour ses exactions, ne cessait de répéter en préparant son suicide « Qualis artifex pereo », qui signifie « Quel artiste périt avec moi ». Plus orgueilleux, Danton lança au bourreau qui allait le guillotiner « N'oublie surtout pas de montrer ma tête au peuple. Il n'en voit pas tous les jours de pareil. » Néanmoins, le discours politique reste la vitrine permettant de déchiffrer la personnalité de tel ou tel chef d'État et plus généralement ses orientations. Avant de dresser un bilan du discours tunisien actuel, il nous fallait une lecture méthodique de la politique bourguibienne, en particulier de son discours caractérisé par un modèle dialogique. Cette lecture nous permet de tracer un schéma évaluatif de la politique suivie pendant les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.